Une critique qui est très souvent adressée au transhumanisme est que les technologies d'augmentation de l'homme risquent d'accroître les inégalités. D'après cette critique, les technologies d'augmentation, très coûteuses, ne seront accessibles qu'aux riches, qui seront alors les seuls bénéficiaires de l'augmentation humaine, ce qui aura l'effet pervers d'accroître encore plus les privilèges des plus fortunés, qui pourront, grâce à ces technologies, vivre plus longtemps, devenir plus intelligents et plus performants physiquement. Certains critiques envisagent même que la supériorité des hommes augmentés pourrait aboutir à une scission biologique de l'espèce humaine. Dans son livre Notre futur post-humain, Francis Fukuyama s'oppose ainsi au transhumanisme, qu'il n'hésite pas à qualifier d'idée la plus dangereuse au monde, au motif qu'il remettrait en question la dignité humaine, en ce qu'il mettrait en péril l'unité du genre humain. D'après Fukuyama, les êtres humains partagent tous un certain ensemble de caractéristiques innées encodées dans leur génome, qu'il appelle le facteur X. Et ce serait ce facteur X qui donnerait aux êtres humains des droits supérieurs au reste du monde vivant. Dans cette vidéo, j'aimerais répondre à cette critique. Je commencerai par une discussion générale du concept d'inégalité et expliquerai ensuite pourquoi je pense que les idéologies politiques traditionnelles, qu'elles soient de droite ou de gauche, ont toutes tort d'une manière ou d'une autre dans leur approche de la question des inégalités. Et j'expliquerai ensuite pourquoi je pense que, bien loin de favoriser les inégalités, le transhumanisme est en fait une formidable opportunité pour les combattre, ce que, entre parenthèses, Fukuyama reconnaît lui-même dans son livre. Enfin, je répondrai à l'argument de Fukuyama concernant la notion de dignité humaine et la menace que représenterait le transhumanisme pour celle-ci. Je développerai le point de vue d'après lequel le concept de dignité humaine est vide de sens et devrait être abandonné et remplacé par un concept plus inclusif de la dignité qui englobe tous les êtres sentients. Commençons par nous demander ce dont on parle exactement lorsqu'on s'intéresse aux inégalités. On peut distinguer essentiellement deux formes d'inégalités différentes. La première est l'inégalité de représentation. On s'intéresse dans ce cas à la répartition d'une certaine variable au sein d'une population. Par exemple le salaire, les revenus ou le patrimoine. Cette inégalité est classiquement mesurée par le coefficient de Gini. La seconde forme d'inégalité est l'inégalité de représentation. Dans ce cas, on s'intéresse à la composition d'un certain échantillon de la population générale, par exemple les membres d'un gouvernement, et on se demande si cet échantillon est représentatif de la composition de la population générale relativement à un certain critère choisi comme le sexe ou la couleur de peau. Il faut noter que ces deux formes d'inégalité sont différentes. Le coefficient de Gini est muet quant aux questions de représentativité, et réciproquement, l'égalité de représentation n'implique pas l'égalité de répartition. Par exemple, dans une classe d'école, il peut très bien y avoir un nombre égal de filles et de garçons ayant obtenu une note supérieure à 16 sur 20. Cela ne veut pas dire pour autant que tous les élèves ont obtenu plus de 16 sur 20. Pour synthétiser, on peut dire que l'inégalité de répartition, mesurée par le coefficient de Gini, s'intéresse aux inégalités entre les individus, tandis que l'inégalité de représentation s'intéresse aux inégalités entre les groupes. Bien sûr, il y a toujours un choix social et politique dans ce qui sera considéré comme une inégalité qui mérite qu'on s'en préoccupe. En effet, tout ce qui est susceptible d'être mesuré chez les individus est potentiellement inégalement réparti. De même, il existe un très grand nombre de façons différentes de diviser une population en différents groupes, et donc un très grand nombre d'inégalités de représentation potentielles. Pour l'anecdote, étant donné une population de taille n, ce nombre s'appelle le nème nombre de Bell. Les inégalités considérées comme dignes d'intérêt sont déterminées par des contingences historiques, culturelles, politiques et pratiques. Par exemple, personne ne s'offusque de l'inégalité de répartition de la taille des individus, puisque les centimètres d'une personne ne peuvent pas être prélevés pour les redistribuer aux personnes plus petites. Personne ne s'offusque non plus de l'exclusion légale des personnes mineures d'âge au sein du gouvernement français, bien qu'elles composent tout de même plus de 20% de la population française. Cela parce que la société française dans son ensemble considère que les mineurs ne sont pas aptes à gouverner. Les exemples que j'ai évoqués peuvent évidemment paraître ridicules, mais je les souligne uniquement pour montrer qu'il y a une sélection dans ce qui, politiquement, peut être considéré comme une inégalité digne d'intérêt. Mon propos va à présent être de reprocher aux idéologies politiques traditionnelles ce que je considère être une sélection arbitrairement restrictive dans le choix de ce qu'elles considèrent être une inégalité digne de considération et de préoccupation. À la droite libérale, représentée par des penseurs tels que Friedrich Hayek ou Milton Friedman, on peut reprocher de s'arrêter à la question de l'égalité juridique, ou parfois au concept très flou d'égalité des chances, et de ne pas se soucier de la question de l'égalité des résultats ou égalité des conditions matérielles, et même de s'opposer à toute volonté
de garantir une égalité des conditions matérielles. L'égalité devant la loi n'est pas suffisante. Il y a bel et bien certaines ressources qui devraient être également distribuées, indépendamment de la capacité naturelle des gens à accéder à ces ressources. En effet, même en mettant tout le monde sur un pied d'égalité du point de vue juridique, la répartition inégale des talents naturels aboutira forcément à une répartition inégale des ressources. Or, ceci est inacceptable, puisque l'inégalité des talents naturels est une injustice, et que par ailleurs, l'inégalité de répartition de certaines ressources essentielles au bien-être est la cause non seulement d'une immense souffrance, mais aussi est nuisible à la prospérité et à la cohésion sociale. Il est donc nécessaire que l'État intervienne pour corriger l'injustice de la nature et assurer la prospérité et la cohésion sociale. Pour appuyer cette critique, on peut citer quantité d'études qui s'intéressent au rapport qu'entretiennent les inégalités économiques avec des paramètres tels que la santé, la cohésion sociale, la stabilité politique et la croissance économique. Les conclusions principales de ces études, dont les références sont reprises dans la description de la vidéo, sont les suivantes. Les inégalités de revenus ont un impact négatif sur la santé et le bien-être, et cet impact négatif est une relation de causalité et pas une simple corrélation. Les inégalités ont un effet négatif sur la cohésion sociale, mesurée par le degré de confiance que les individus d'une population ont en leurs concitoyens. Les inégalités de revenus sont négativement corrélées avec la croissance économique, et cette corrélation négative est encore plus prononcée dans les pays en voie de développement. Les inégalités de patrimoine ont un impact encore plus négatif sur la croissance que les inégalités de revenus. L'inégalité a un impact négatif sur l'indice de développement humain, et cet impact est une relation de causalité. L'indice de Gini du revenu est positivement corrélé au taux d'homicide. Et enfin, les inégalités de revenus, en favorisant le mécontentement, nuisent à la stabilité politique d'un pays. Et toutes ces observations font partie des raisons pour lesquelles la réduction des inégalités est l'un des objectifs de développement durable de l'ONU. À l'extrême droite, on doit évidemment reprocher de n'avoir presque aucune considération pour la question des inégalités, et même de vouloir explicitement créer des institutions qui permettront de conserver, de renforcer et parfois même de créer des inégalités. À l'ensemble de la gauche, il faut faire plusieurs reproches, mais qui tous sont une conséquence d'une idéologie particulièrement toxique et virulente, dont l'agressivité n'a fait que s'accentuer au cours du temps à gauche, et qui est la tendance à nier l'existence des inégalités biologiques, ou tout du moins à se désintéresser de celles-ci. Cette tendance a 3 effets pervers qui sont les suivants. Tout d'abord, cela conduit à ne s'intéresser qu'aux inégalités qui peuvent être résolues par des transferts d'argent et des investissements dans les services publics. Ces inégalités sont essentiellement les inégalités économiques, les inégalités dans le parcours scolaire et les inégalités d'accès aux soins de santé. Or, ces paramètres n'épuisent pas la totalité des conditions matérielles nécessaires au bien-être humain. En effet, la loterie génétique fait que certaines personnes naissent avec des maladies qui non seulement réduisent leur espérance de vie, mais encore nuisent gravement à leur qualité de vie, et cela indépendamment de la qualité des soins auxquels ces personnes auront accès au cours de leur vie. D'autre part, même sans être atteint d'une maladie génétique grave, le hasard de la naissance donne également lieu à d'autres inégalités qui impacteront négativement le bien-être, et cela indépendamment de l'accès aux ressources économiques, éducatives et médicales. Au premier chef de ces inégalités, il y a celle de l'apparence physique, dont l'importance pour la qualité des relations sociales, l'épanouissement sexuel et l'estime de soi est évidente, et même documentée scientifiquement, bien que ce sujet soit malheureusement un tabou. Il y a par ailleurs des études qui montrent que l'apparence physique a un impact sur le succès économique. Aussi, de ce même refus délibéré de considérer que la nature est un problème et une nuisance, découle le refus, ou tout du moins l'omission, de s'attaquer à ce qui est la cause principale du malheur humain de nos jours, à savoir le vieillissement. Ensuite, cette tendance au déni des inégalités biologiques conduit aussi à ne pas reconnaître le lien qui existe entre la loterie génétique et les inégalités que la gauche pense pouvoir entièrement résorber par des transferts d'argent, des services publics de qualité et de l'écriture inclusive. Et donc bien sûr à faire n'importe quoi dans le but désespéré de réduire ces inégalités, alors que tout ce qui a été fait pour les réduire, via des transferts d'argent et des bons services publics, a déjà été fait. Enfin, on peut relever un troisième effet pervers de cette croyance irrationnelle en la bonté et la justice de la nature. Celui-ci ne concerne pas les humains, mais les animaux. De nos jours, la gauche a totalement incorporé l'écologie politique à son corpus idéologique. Or, ce qui caractérise l'écologie politique, comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, c'est son antinomie radicale avec l'éthique animale. Ainsi, en s'alliant à l'écologie politique, la gauche se fait l'ennemi de la cause animale. La gauche partage avec l'écologie politique contemporaine une vision extrêmement naïve de la nature, et comme conséquence une vision extrêmement négative et évidemment fausse de la société civilisée, dénoncée comme étant à l'origine des inégalités. Or, la nature est profondément inégalitaire. D'abord parce que la sélection naturelle est l'incarnation de l'inégalité la plus injuste qui soit, puisqu'elle consiste en l'élimination des organismes inadaptés à leur environnement, cette inadaptation étant elle-même due à de la pure malchance. Ensuite, parce que la structure des écosystèmes est hiérarchique et que cette hiérarchie est extrêmement violente. Concrètement, les niveaux trophiques supérieurs massacrent et se nourrissent des niveaux trophiques inférieurs, à l'exception des charognards et des décomposeurs qui se nourrissent de cadavres. On se demande bien pour quelle mystérieuse raison la nature, qui est si inégalitaire, aurait comme par magie rendu les êtres humains tous égaux entre eux.
Pour synthétiser, le gauchisme classique est coupable non seulement de passer sous silence les inégalités que son logiciel idéologique ne permet pas de résoudre, mais encore de ralentir la progression des idées techno-progressistes qui envisagent des progrès techniques qui permettraient de suppléer et peut-être même de remplacer les politiques sociales classiques de redistribution des richesses et d'investissement dans les services publics. Mais alors, quelles sont ces idées techno-progressistes concrètement ? Que peut donc proposer le transhumanisme pour résoudre les inégalités, si tant est que ce soit là l'un de ses objectifs ? Pour répondre à cette question, on peut tout d'abord mettre en évidence le fait que toutes les inégalités sont la conséquence de deux phénomènes naturels concomitants. La rareté des ressources et l'inégalité du capital humain. Le capital humain étant entendu ici comme la capacité individuelle à s'approprier une ressource convoitée. Bien sûr, ces deux phénomènes ne sont pas indépendants, au sens où l'acquisition de certaines ressources bénéficie à l'acquisition de capital humain. Par exemple, être bien nourri contribue à avoir un corps sain et vigoureux. Et inversement, le capital humain permet de créer des ressources qui n'existent pas dans la nature. Par exemple, la technologie. Et c'est précisément la technologie qui détient le pouvoir de faire un bond de géant dans le progrès de la lutte contre les inégalités. Comme je l'ai dit, les inégalités sont la conséquence des phénomènes naturels que sont la rareté et l'inégalité du capital humain. Or, la technologie a le pouvoir de mettre un terme aux deux. Pour commencer, intéressons-nous à la question de la rareté des ressources. Dans une civilisation technologiquement avancée comme la nôtre, les ressources essentielles sont l'énergie, les minerais, l'eau, la nourriture et le travail. Ces ressources sont, en l'état actuel des choses, rares, au moins localement, ou non renouvelables, parfois les deux à la fois, et certaines d'entre elles sont en train de s'épuiser. Par conséquent, ces ressources font l'objet d'un commerce. D'autres ressources naturelles sont tout à fait essentielles aux êtres humains, comme l'air que nous respirons ou la lumière du soleil, mais leur abondance et leur accessibilité immédiate rendraient ridicule et irréalisable l'idée d'en faire commerce. La clé de la gratuité d'une ressource se trouve donc dans son abondance et dans son accessibilité. Nous allons donc nous intéresser aux solutions technologiques qui permettraient de rendre abondantes les ressources essentielles que sont l'énergie, les minerais, l'eau, la nourriture et le travail. La technologie la plus prometteuse qui permettrait de mettre un terme à la rareté énergétique est la fusion nucléaire. Lorsqu'elle sera opérationnelle, et elle le sera, les réserves de lithium contenues dans la croûte terrestre pourront permettre d'alimenter les centrales pendant au moins un millénaire, en prenant comme base la consommation annuelle mondiale actuelle en énergie. Les réserves en lithium contenues dans l'eau de mer permettront d'alimenter les centrales pendant plusieurs millions d'années. Et un procédé de fusion nucléaire plus complexe, n'utilisant que du deutérium, permettrait d'alimenter les centrales pendant 150 milliards d'années. Ce qui est une échelle de temps absurde, dans la mesure où le Soleil s'éteindra dans seulement 5 milliards d'années. À toute fin pratique, les ressources en énergie deviendront inépuisables grâce à la fusion nucléaire. Mais ceci n'est pas le seul avantage de la fusion nucléaire puisque celle-ci ne produit aucun CO2, aucun déchet radioactif à longue durée de vie, et ne présente aucun risque d'accident nucléaire. Une analyse économique prospective du coût de l'électricité produite par une centrale de fusion indique que celui-ci sera 2 fois inférieur au coût d'électricité produite par un parc éolien, ce qui est actuellement la source d'électricité la moins chère du marché. Pour maintenir la production industrielle nécessaire à l'existence d'une civilisation avancée, il est absolument indispensable d'avoir accès à des métaux précieux tels que l'antimoine, le zinc, l'étain, le plomb, l'argent, l'or, le cuivre, le platine et le cobalt. Il est courant d'entendre dire que ces ressources sont en passe d'être épuisées, mais ceci n'est pas vrai. En réalité, ces métaux précieux sont extrêmement abondants. La croûte terrestre en contient théoriquement suffisamment pour fournir les besoins de l'industrie pendant encore des siècles. Mais même si les ressources en métaux de la croûte terrestre venaient à s'épuiser, il suffirait de se tourner vers l'espace. En effet, l'exploitation minière des astéroïdes du système solaire permettrait de garantir indéfiniment l'approvisionnement en métaux nécessaires à l'industrie. Une étude de la NASA a même esquissé les contours de la création d'une industrie minière spatiale complètement automatisée, qui serait amorcée par l'envoi initial de 12 à 41 tonnes de matériel sur la Lune, essentiellement des robots et des imprimantes 3D, télécommandés depuis la Terre. À partir de là, une industrie complètement automatisée se développerait depuis la Lune et enverrait des robots mineurs extraire les métaux précieux contenus dans les astéroïdes du système solaire. En quelques décennies, cette industrie spatiale pourrait représenter l'équivalent de plusieurs millions de fois la production industrielle sur Terre, et cela avec un unique investissement initial d'envoi de quelques tonnes de matériel sur la Lune. Une autre étude met aussi en évidence les bénéfices potentiels de l'exploitation minière des astéroïdes pour l'environnement. Venons-en maintenant à la question de l'eau et de la nourriture. L'eau douce est une ressource renouvelable et suffisamment abondante que pour satisfaire la demande mondiale, et son inaccessibilité est principalement due à un manque d'infrastructures et à une mauvaise gestion. L'eau douce ne représente d'ailleurs même pas 1% de l'eau présente sur Terre, et si nécessaire, il est possible de recourir au procédé de dessalement de l'eau de mer afin de suppléer aux ressources en eau douce. Mais l'eau ne sert pas qu'à nous hydrater, elle est aussi utilisée dans l'agriculture. De plus, l'agriculture utilise énormément d'espace, qui commence à manquer. Elle est soumise aux aléas météorologiques et aux conditions climatiques, et elle est vulnérable aux pestes et autres ravageurs.
Une solution qui règle tous ces problèmes est la ferme verticale, qui consiste essentiellement à faire pousser des légumes et céréales en intérieur grâce à des lampes UV. La production annuelle de blé par hectare dans une ferme verticale serait 220 à 600 fois supérieure à celle d'une ferme conventionnelle. La viabilité économique des fermes verticales est encore précaire, en raison du coût élevé de l'investissement et des fortes demandes en électricité des lampes UV. Mais ce problème ne se posera plus une fois que l'énergie de fusion nucléaire sera disponible. Enfin, l'industrie de l'élevage, extrêmement polluante et coûteuse en énergie, et surtout meurtrière, pourra bientôt être abandonnée et rendue illégale une bonne fois pour toutes grâce à l'agriculture cellulaire, qui consiste à faire pousser des tissus animaux à partir de cellules prélevées sur un animal qui n'aura donc pas été tué. Le procédé de l'agriculture cellulaire permet lui aussi une forme d'abondance. En effet, à partir d'un seul échantillon de quelques cellules animales, qui peuvent être recopiées à l'infini, on peut produire une quantité illimitée de viande. La viande cultivée sera par ailleurs meilleure pour la santé, puisque produite dans un environnement contrôlé, sans antibiotiques ni hormones de croissance. En décembre 2020, Singapour fut le premier État du monde à autoriser la commercialisation de viande cultivée, produite par l'entreprise américaine Eat Just. Pour terminer sur la question de la rareté des ressources, et en même temps faire la transition vers la question de l'inégalité du capital humain, intéressons-nous à ce qui est tout à la fois une ressource rare et en même temps un capital humain, à savoir le travail. Dans le fragment sur les machines du Grundrisse de Karl Marx, celui-ci avance l'idée que l'automatisation du travail mécanique est une contradiction interne du capitalisme qui amènera ce dernier à sa propre dissolution. L'extrait suivant du fragment sur les machines énonce la chose très clairement. Le capital n'emploie au contraire la machine que dans la mesure où elle permet à l'ouvrier de travailler durant une plus grande partie de son temps pour le capital, de se rapporter à une plus grande partie de son temps comme à du temps ne lui appartenant pas, de travailler plus longtemps pour un autre. Ce process, en fait, réduit à un minimum le quantum de travail nécessaire à la production d'un objet déterminé, mais seulement pour qu'un maximum de travail soit valorisé dans le maximum de ces objets. Le premier aspect est important parce qu'ici le capital, tout à fait involontairement, réduit le travail humain, la dépense de force, à un minimum. Ceci jouera en faveur du travail émancipé, et est la condition de son émancipation. Cela dit, Marx ne pensait pas que l'évolution naturelle du capitalisme conduirait à sa dissolution spontanée et pacifique, mais qu'il fallait le renverser par une révolution prolétarienne. Pourtant, si on s'intéresse à l'évolution du temps de travail depuis l'époque de la rédaction du Capital jusqu'à nos jours, il semble que ce soit bien le Marx du Grundrisse qui avait vu juste. En effet, alors qu'en 1870 le nombre d'heures de travail par année tournait autour de 3000, il n'est plus aujourd'hui que d'environ 1500 heures, en tout cas pour les pays riches comme les États-Unis, l'Australie et les nations européennes. Cette évolution est due à un nombre plus élevé de jours de vacances, mais aussi à une réduction du temps de travail quotidien. Pour des pays comme l'Inde ou la Chine, le nombre d'heures de travail par année est resté constant au cours des 50 dernières années, bien qu'il soit devenu immensément plus riche au cours de la même période. Les données indiquent clairement que plus un pays est riche, plus le nombre d'heures de travail diminue. Cette observation est valable lorsqu'on compare les pays entre eux à un moment donné, mais aussi lorsqu'on analyse l'évolution individuelle des différents pays au cours du temps. À l'évidence, ce fait ne peut s'expliquer que par l'existence d'une large infrastructure technologique qui fait tout le travail que les humains ne font plus. Contrairement à ce que certains avancent, les machines ne déplacent pas le travail humain vers d'autres occupations. Elles le suppriment. Elles réduisent objectivement le temps de travail humain, et c'est là une excellente chose. D'ailleurs, on estime qu'environ la moitié des emplois occupés aujourd'hui pourraient être automatisés dans les 20 années à venir avec le niveau technologique actuel. Tout ce qu'il restera à faire, c'est organiser politiquement la distribution équitable des ressources. Cette distribution se fera certainement d'abord via l'instauration d'un revenu universel de base, mais à mesure que tous les emplois deviendront inutiles, l'argent va certainement tout simplement disparaître au profit d'une distribution directe et gratuite des biens de consommation. J'ai conscience que l'idée que le travail humain soit entièrement remplacé par des machines a de quoi mettre beaucoup de gens mal à l'aise. C'est pourquoi j'aimerais attirer l'attention sur le fait que, dans une large mesure, le travail gratuit et automatique a toujours existé et été exploité par les humains. Ce travail, c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. Ce sont les biens et les services rendus gratuitement par la nature. L'air que nous respirons nous maintient en vie, le soleil fait pousser nos plantes, et leur pollinisation est assurée par des insectes ou par la force mécanique du vent. Et ce ne sont là que quelques exemples. Une étude publiée dans Nature en 1997 évaluait la valeur des services écosystémiques rendus par la nature à l'équivalent de 33 trillions de dollars par année. Comme l'indique l'étude, la plus grande part de cette valeur est située en dehors du marché, c'est-à-dire qu'elle est gratuite. Nous exploitons donc déjà et depuis toujours des processus automatiques qui fournissent des biens et des services gratuits. Seulement, les services rendus gratuitement par la nature ne suffisent pas à garantir notre survie et notre confort. Et c'est pourquoi les humains sont contraints de travailler.
Une économie de l'abondance entièrement robotisée consisterait tout simplement en la création d'un écosystème de machines et d'intelligence artificielle, dont le but serait de nous rendre gratuitement les services que la nature ne rend pas, ce qui nous permettra de consacrer notre temps à faire ce que nous avons envie de faire, et pas ce que des conditions de vie précaires nous forcent à faire. D'ailleurs, cette analogie avec les services écosystémiques permet aussi de répondre à une autre inquiétude liée à l'automatisation, qui est la peur que ce système échappe à notre contrôle et ne se retourne contre nous. Il se trouve que la nature, bien qu'elle nous rende des services, échappe aussi à notre contrôle et est très souvent nuisible, ce dont j'ai déjà abondamment parlé dans les vidéos précédentes. La nature nous expose de façon constante à des risques, y compris des risques existentiels pour la survie de notre espèce. Un écosystème cybernétique aura au moins l'avantage qu'il sera créé et contrôlé par nous, tandis que ce n'est pas le cas de la nature. Cependant, on pourrait s'inquiéter de ce que les intelligences artificielles surpassent un jour l'intelligence humaine, ou encore de ce que la société d'abondance permise par la technologie sera intégralement contrôlée par les rares individus qui conserveront encore une activité productive en raison de leurs compétences intellectuelles rares et nécessaires à l'entretien d'une civilisation complexe telle que nous l'envisageons ici. On touche ici à deux problèmes, que sont les limites de l'intelligence humaine d'une part, et sa répartition inégale d'autre part. J'en viens donc au second problème à l'origine de l'inégalité, à savoir l'inégalité du capital humain. Certainement, nous ne voudrions pas d'une société où seuls les gens les plus intelligents contrôlent tous les tenants et les aboutissants de la politique et de la technique, et font tourner une civilisation d'imbéciles biberonnés par des technologies auxquelles ils n'entendent rien. Certainement, nous ne voulons pas non plus que l'humanité soit surpassée intellectuellement par des machines, en tout cas pas dans tous les domaines. C'est pourquoi nous devons aussi exploiter les techniques qui permettront d'augmenter l'intelligence humaine, à la fois par les moyens du génie génétique, et éventuellement de la pharmacologie, pour mettre tous les humains sur un pied d'égalité biologique. Et aussi par les moyens de l'interface entre le cerveau et l'ordinateur, afin de se préparer à l'éventualité du dépassement de l'intelligence humaine par les ordinateurs en organisant le mariage du cerveau organique à l'ordinateur inorganique. D'autre part, ce n'est pas que sur un plan intellectuel qu'il serait judicieux de mettre les humains à égalité. Comme je l'ai dit précédemment, la gauche se caractérise par un déni de l'existence des inégalités que son logiciel idéologique ne permet pas de régler. Parmi ces inégalités, il y a le fait que les jeunes ont un impact gigantesque sur la qualité de vie, indépendamment de l'accès aux ressources économiques, éducatives et médicales dont peuvent jouir les individus. En effet, certains naissent avec une maladie génétique qui va ruiner leur existence, par exemple l'épidermolyse bulleuse, qui rend la peau tellement fragile que n'importe quel frottement provoque des blessures qui peuvent être aussi graves que des brûlures au 3e degré. Pour ces personnes, de leur propre aveu, la vie est une souffrance permanente. Et d'autres naissent avec des gènes qui les prédisposent à avoir une haute intelligence, un physique séduisant, un tempérament joyeux et une santé de fer. Pour ces personnes, la vie sera faite de succès académiques et amoureux, et d'une vie sociale, professionnelle et sexuelle épanouissante. Il y a des gens qui sont gâtés par la nature, et d'autres que la nature a maudit. D'ailleurs, c'est là un principe fondamental de la théorie de l'évolution, la nature aléatoire de la variation génétique relativement à la valeur sélective. Cette réalité est abominable, injuste, et devrait vous mettre dans une fureur noire. La solution transhumaniste à cette inégalité naturelle, de la loterie génétique, est de se révolter contre elle, et de l'abolir via le génie génétique pour les générations encore à venir, et des solutions thérapeutiques pour ceux qui sont déjà nés. La révolution des bébés à la carte permettra de mettre un terme à l'injustice de la nature. Grâce au génie génétique, tout pourra être soigneusement préparé pour que les enfants naissent dans les meilleures conditions génétiques possibles. Nous avons déjà les outils techniques pour modifier à loisir le génome des embryons. Il ne manque plus que les connaissances génétiques pour pouvoir fabriquer des bébés à la carte. Ceci sera théoriquement rendu possible par les études d'association pangénomique, l'exploitation des mégadonnées, en anglais le big data, l'intelligence artificielle et l'informatique quantique qui permettra de réaliser des simulations d'interaction entre les gènes et l'environnement extrêmement sophistiquées. J'affirme que ceci non seulement doit se passer, mais encore va se passer. Cela doit se passer parce que dès lors que la société a entre les mains le pouvoir de pallier à l'existence de la providence divine, elle a l'obligation morale de le faire, en raison des conséquences graves et intolérables de la loterie génétique sur le bien-être des individus. Cela va se passer parce que c'est déjà en train d'arriver. Le diagnostic prénatal permet déjà de détecter des anomalies chromosomiques, des maladies génétiques ou des malformations telles que le bec de lièvre. Cette technologie est donc déjà utilisée pour des motifs eugénistes relatifs à l'intelligence et à l'esthétique. À titre d'exemple, en France, environ 80% des embryons trisomiques sont avortés, en raison d'un diagnostic prénatal quasi systématique et du fait que suite au diagnostic de la trisomie 21,
la mère décide d'interrompre la grossesse dans 96% des cas. Mais bien sûr, les modifications génétiques au stade embryonnaire ne sont qu'une composante de la panoplie de technologies qui peuvent être déployées pour supprimer les inégalités naturelles. C'est une composante évidemment essentielle, puisque c'est elle qui permettra d'abolir la loterie génétique, mais les gènes ne font pas tout. Et par ailleurs, une fois qu'une personne est née, ces gènes peuvent être modifiés, mais seulement partiellement grâce à la thérapie génique, qui modifie les cellules somatiques, c'est-à-dire celles qui ne transmettent pas le patrimoine génétique. Cependant, des résultats thérapeutiques très impressionnants ont déjà été obtenus grâce à la thérapie génique, notamment la guérison d'un enfant atteint d'épidermolyse bulleuse. Par ailleurs, un article de Nature datant de 2008, donc déjà relativement ancien, faisait une liste de succès de la thérapie génique en termes d'amélioration de la performance cognitive et de l'apparence dans des expériences sur les animaux. Parmi ces succès, on peut noter l'amélioration de l'endurance et de la force musculaire, l'amélioration de la mémoire et de l'apprentissage, et enfin l'amélioration de la régulation du poids et de la croissance capillaire. La thérapie génique a aussi été utilisée avec succès dans des modèles animaux pour traiter des comportements dépressifs. Outre la thérapie génique, la pharmacologie et l'interface entre le cerveau et l'ordinateur peuvent aussi permettre de contrebalancer les inégalités cognitives et physiques, notamment en permettant aux personnes atteintes de handicap de gagner en autonomie et en capacité de mouvement. Ces technologies ne permettront d'ailleurs pas seulement de bénéficier aux individus, mais aussi à la société dans son ensemble. En effet, la possibilité de modifier ou de contrôler le comportement humain ouvre des perspectives intéressantes en matière de lutte contre la criminalité et contre les comportements antisociaux en général. Tout cela est très bien et très enthousiasmant, mais nous n'avons jusqu'ici parlé que des inégalités du point de vue individuel, et nous n'avons pas abordé la question des inégalités entre les groupes, par exemple entre les sexes. Il est clair que si les inégalités économiques entre les individus disparaissent, alors elles disparaîtront aussi entre les groupes. Il ne restera alors plus que les inégalités biologiques. La principale inégalité biologique au sein de l'espèce humaine est le fait que les femmes portent des enfants et les hommes pas. Ceci est une injustice qui peut être abolie par l'utérus artificiel, grâce auquel les femmes pourront être libérées du fardeau de la maternité et grâce auquel aussi les hommes et les femmes seront mis à égalité en termes de participation à la reproduction. Mieux encore, grâce à la gamétogénèse in vitro, des cellules sexuelles mâles ou femelles pourront être créées à partir de cellules de peau, d'abord transformées en cellules souches, puis en spermatozoïdes ou en ovules. Un individu pourra donc devenir tout à la fois le père et la mère de son propre enfant. Et des couples de même sexe pourront avoir des enfants issus de leurs cellules. Le projet en cours de synthèse du génome humain pourra aussi permettre de fabriquer des enfants qui n'auront aucun parent biologique et seront des pures créations artificielles. D'autres technologies comme la transplantation d'utérus et de pénis fonctionnels combinés à de la thérapie génique et des traitements hormonaux pourraient permettre de rendre l'espèce humaine techniquement hermaphrodite. Mais j'aborderai toutes ces questions plus en détail dans une vidéo qui traitera de la question du post-genrisme. Le point principal à retenir de tout ceci est que le transhumanisme ne propose pas une solution seulement aux limitations biologiques de l'humanité, mais aussi une solution à l'inégalité biologique, puisqu'en substance, il s'agit de permettre à tout le monde de s'émanciper de sa propre biologie. Bien sûr, ces technologies nous ouvriront seulement des possibilités nouvelles, et il faudra alors décider de ce que nous voudrons en faire. Il est peu probable que ces technologies soient utilisées pour rendre les humains égaux sur absolument tous les plans, puisque cela consisterait à créer une population composée de clones, et nous sommes attachés à l'existence de la diversité et de l'altérité. Néanmoins, il y a fort à parier que, confrontés à la possibilité technique de rabattre les cartes distribuées par la nature, nous voudrons les redistribuer d'une manière plus équitable relativement à certains paramètres clés, comme les capacités intellectuelles, la santé et, dans une certaine mesure, l'apparence physique. Certains avancent l'argument que le génie génétique, utilisé à des fins d'augmentation, aurait l'effet délétère de réduire la diversité génétique de l'espèce humaine et par conséquent de la rendre plus vulnérable aux maladies et de manière générale aux modifications brutales et imprévues de l'environnement. Je parlerai plus en détail de toutes ces questions dans une vidéo qui sera consacrée aux modifications génétiques humaines. Mais on peut déjà répondre à cette objection en disant deux choses. La première est que les modifications qui seront intéressantes pourront se faire sans avoir recours au génie génétique, puisque ce qui nous intéresse, c'est évidemment de modifier le phénotype, les gènes n'étant qu'un moyen parmi d'autres de parvenir à cette fin. Or bien sûr, le phénotype peut être modifié sans devoir modifier le génotype. Ensuite, dans la mesure où nous aurons recours au génie génétique pour augmenter des caractères phénotypiques, cela ne posera pas problème pour la variabilité génétique humaine. On peut citer à l'appui de cette affirmation l'article The Evolutionary Biological Implications of Human Genetic Engineering, qui dit « Tous les individus dans une société pourraient ressembler à Ken et Barbie, sans pour autant que leur diversité génétique soit moindre que celle des individus vivant actuellement sur Terre. L'ensemble des caractères que les gens remarquent ne sont qu'une infime fraction de la variation phénotypique existante. » Comme je l'ai dit, nous verrons pourquoi ceci est vrai dans une prochaine vidéo, mais si vous êtes impatient, je vous renvoie vers l'article dont les références sont dans la description. Pour terminer cette vidéo,
J'aimerais aborder la question soulevée par Fukuyama qui est celle de la dignité humaine. La raison de l'opposition de Fukuyama au transhumanisme réside dans ce qu'il identifie comme une menace pour ce concept, qui serait d'après lui sous-tendu par une homogénéité génétique de l'espèce humaine et une spécificité unique dans le monde vivant que ce donné génétique conférerait aux êtres humains. Une spécificité qui donnerait aux humains des droits naturels inaliénables que ne posséderaient pas les animaux. La chose est énoncée très clairement dans son livre. Vous pouvez cuisiner, torturer, réduire en esclavage ou exploiter la dépouille de n'importe quelle créature ne possédant pas le facteur X. Et si vous faites la même chose à un être humain, vous êtes coupable de crimes contre l'humanité. Cette spécificité unique au monde, donc, qu'il appelle le facteur X, serait la présence simultanée chez les humains de la capacité à faire des choix moraux, du langage, de la raison, de la sociabilité, des émotions, de la sentience et de la conscience de soi. Or, ce concept de dignité humaine proposé par Fukuyama n'a aucun sens scientifique, et n'a par ailleurs rien d'évident du point de vue éthique. Voyons point par point pourquoi c'est le cas. Pour commencer, intéressons-nous aux propriétés qui seraient constitutives du facteur X. La première, qui serait la capacité supposée des humains à faire des choix moraux, est très mal définie. S'agit-il du libre arbitre au sens métaphysique du terme, ou bien s'agit-il seulement de l'impression qu'ont les humains d'être maîtres de leurs mouvements et de leurs décisions? Si l'on parle de libre arbitre, alors rien ne prouve qu'une telle chose existe, et que les humains la possèdent. Et si on parle du sentiment d'être maître de nous-mêmes que nous avons, rien n'indique que nous soyons les seuls à l'avoir, à l'exclusion des animaux. Quant au langage, il n'est en rien propre aux humains, et il existe même des communications entre les humains et les animaux. Par exemple avec les perroquets. Un perroquet en particulier, prénommé Alex, était capable de répondre correctement à des questions simples sur la couleur des objets. Et il a même été rapporté qu'il a posé une question lui-même, en demandant à ses interlocuteurs quelle était la couleur de son plumage. D'autre part, tous les humains ne sont pas capables de langage, parfois de façon congénitale en cas de handicap mental profond. Et bien sûr, la faculté du langage n'est pas identique au cours de la vie. Elle n'apparaît pas dès la naissance et peut être perdue suite à un accident ou à cause d'une maladie neurodégénérative. De plus, même lorsque le langage est présent, le discours peut être incompréhensible comme dans les cas de schizophrénie. De même, la raison est présente chez les animaux, qui sont capables de former des concepts, de compter, de tenir des raisonnements logiques et même de mentir. La sociabilité n'a rien de spécifiquement humain non plus. Pas plus que la capacité à ressentir des émotions positives ou négatives. Et enfin, le test du miroir prouve que les grands singes, les dauphins, les orques et certains oiseaux sont capables de se reconnaître dans un miroir et ont donc une conscience de leur identité individuelle. Aucun des caractères formant la spécificité supposée des humains n'est propre à ceux-ci. Et de nombreux animaux possèdent la totalité de ces caractéristiques à un degré au moins égal à celui qui existe chez certains êtres humains. Il faut aussi dire un mot de la supposée homogénéité génétique de l'espèce humaine. L'analyse du génome humain révèle que deux humains pris au hasard partagent 99 à 99,9% de leur ADN. Mais l'analyse du génome des chimpanzés révèle qu'un humain et un chimpanzé pris au hasard partagent 96 à 99,4% de leur ADN. Pour quelle raison placer la barre de l'homogénéité à 99% et des poussières et pas à 98%? On pourrait répondre que c'est parce que les humains et les chimpanzés ne peuvent pas se reproduire entre eux. Mais rien n'est moins sûr. En effet, le degré de similarité génétique entre un humain et un chimpanzé est identique à celui entre les chevaux et les ânes, qui peuvent se reproduire. Il a même été démontré que le sperme humain peut pénétrer la membrane protectrice des ovules de gibbons, qui sont encore plus éloignés d'Homo sapiens que les chimpanzés. Et en République démocratique du Congo, l'ethnie Bongando considère même les bonobos comme étant taxinomiquement des êtres humains. Et la consommation de viande de bonobo est un tabou chez les Bongando pour cette raison précise. Tout ceci démontre que l'idée que l'espèce humaine s'inscrirait dans une discontinuité radicale avec le reste du monde vivant et serait elle-même totalement dépourvue de la moindre variabilité génétique significative est totalement fausse. Cette idée n'est pas autre chose que de la théologie. Et d'ailleurs, Fukuyama, dans son livre, laisse entendre qu'il donne du crédit à l'hypothèse d'une origine surnaturelle de l'intelligence humaine. La vérité est que la croyance en l'unité du genre humain n'est que cela, une croyance. Il y a une immense variété de cultures, de phénotypes, de langues, de coutumes, au point que parler d'une universalité derrière toutes ces diversités ne peut être que le fruit d'une idéologie religieuse qui fait de l'homme un être pas seulement unique, mais carrément magique. Et ce qui fait la laideur de ce mensonge de l'unité du genre humain et de la dignité spéciale qui lui serait inhérente, c'est qu'il n'existe finalement que pour justifier l'exploitation, la torture et la mise à mort des animaux. Ceux qui, comme Fukuyama, redoutent que le transhumanisme provoque l'apparition d'humains augmentés et capables, grâce à leur intelligence supérieure, de réduire en esclavage, voire d'éliminer les humains non augmentés, devraient prêter un peu plus attention au monde qui les entoure. Parce qu'alors, ils verraient que ce scénario qui les terrifie, c'est précisément celui que vivent les animaux. Et pas seulement les animaux victimes de l'industrie de l'élevage, mais aussi les animaux sauvages livrés à la merci d'une nature impitoyable. Les humains sont cette aristocratie supérieurement intelligente, mais indifférente au sort des êtres plus modestes, mais néanmoins tout aussi capables de souffrir. La dystopie qui fait faire des cauchemars aux bioconservateurs
C'est la réalité quotidienne de nos frères non-humains. Alors ceux qui s'opposent au transhumanisme parce qu'ils ont peur de se retrouver tout d'un coup du mauvais côté de la barrière de l'intelligence et d'être à la merci de créatures immensément plus puissantes qu'eux, devraient se poser une question. Trouvent-ils ce scénario effroyable parce qu'il l'est objectivement, et ne le souhaiteraient pas même s'ils devaient par chance se retrouver du côté des humains augmentés, ou bien le trouvent-ils effroyable uniquement parce qu'ils ont peur pour eux-mêmes? Ceux qui sont épouvantés par ce scénario parce qu'ils le considèrent abominable en soi, indépendamment de ce que serait leur situation personnelle dans ce futur hypothétique, doivent alors être cohérents et se révolter contre la situation des animaux, qui sont l'analogue réel des humains non augmentés, du scénario dystopique dans lequel les humains augmentés se révéleraient être hostiles ou indifférents. Et par voie de conséquence, ils se doivent d'être cohérents et d'adhérer non seulement à la reconnaissance d'une dignité aux animaux, fondée sur leur capacité à souffrir, mais aussi d'adhérer au projet d'abolition de la souffrance animale dans toute la biosphère, ce qui est précisément le projet du transhumaniste David Pearce. Quant à ceux qui n'auraient peur que pour eux-mêmes, mais qui ne verraient rien à redire à l'avènement d'humains augmentés hostiles du moment qu'ils se retrouvent du bon côté de la barrière, ils devraient alors trouver une autre justification à leur bioconservatisme que le concept de dignité humaine, puisqu'en avouant qu'ils se ficheraient que des êtres humains soient maltraités du moment que ça ne les concerne pas eux, ils démontreraient qu'ils ne respectent pas cette dignité humaine. Leur seule justification à eux, ce serait le plus pur égoïsme. Pour conclure, à ceux qui s'inquiéteraient d'un creusement des inégalités amenées par le transhumanisme, je dirais de ne pas avoir peur. L'inégalité est l'état naturel de la condition humaine, et c'est la technologie, et seulement elle, qui peut nous propulser hors de la misère immense de cette condition naturelle. C'est la technologie, et seulement elle, qui peut nous émanciper de la rareté des biens matériels, et ce qui est plus merveilleux encore, nous libérer de l'esclavage de notre nature biologique, qui est responsable de tellement d'injustices, de tellement de misère, et tellement de privations. La technologie détient le pouvoir de réconcilier notre désir individuel de liberté avec notre aspiration altruiste à l'égalité. Aujourd'hui, ces deux désirs entretiennent un rapport conflictuel, et cela parce que la condition humaine naturelle impose des contraintes qui les rendent incompatibles. Mais à mesure que la technique donne aux hommes le pouvoir de dépasser toutes les contraintes, toutes les limites, toutes les déterminations, ces deux aspirations se réconcilient. La technologie est ce qui donne à notre générosité le pouvoir de ne se laisser arrêter par rien. C'est elle qui permettra un jour d'offrir à tous ceux qui la demandent la vie en surabondance. Alors, fonçons courageusement et avec enthousiasme vers le grand soir transhumaniste. Nous n'avons rien à y perdre sinon nos chaînes, et nous avons un monde à gagner, et surtout à offrir.